Passerelle où il faut pour cette soirée Pause Philo avec Laurence Vanin-Vernat, psychiatrie et philosophie du vouloir. Tiens bon, c'est le thème qui vous est proposé ce soir. Ensuite, nous partageons le verre de l'amitié comme le veut la tradition à la librairie. C'est vrai que nous avons l'habitude de nous retrouver régulièrement pour des pauses philo et c'est vrai que nous pouvons remercier notre invité d'avoir accepté cette soirée sur une thématique un peu particulière puisqu'on va l'orienter un peu vers la philosophie et surtout je suis ravie de voir qu'il y a autant de monde pour vous et je vous remercie d'avoir accepté de collaborer à cette discussion sur un angle un petit peu différent peut-être que ce que vous faites habituellement. J'aimerais commencer par une question qui commence dès le début de votre ouvrage, lorsque vous voulez préciser un peu non seulement votre carrière, mais votre orientation aussi dans ce décor qu'est l'hôpital. Pourquoi le lieu de vie qu'est l'hôpital a besoin d'être beau? Vous faites une allusion à la beauté et c'est très émouvant dès le début de votre ouvrage. Ouais, si vous voulez, la question que je me pose encore, là j'étais il y a quelques heures dans le nouvel hôpital qu'on est en train de finir, qui va être inauguré, qui va avoir ses patients à Marseille, l'hôpital Salvatore, dans quelques semaines, et il est vraiment génial, quoi. Il est somptueux. Il y a par exemple 800 mètres carrés pour 10 adolescents hospitalisés. Il y a 800 mètres carrés de soins culturels avec une radio, avec une vétothèque, avec une bibliothèque, avec une salle de musique, avec une salle d'esthétique, tout ça pour 10 ados. Et donc, la question que je me pose toujours, c'est qu'est-ce que l'hôpital? Et ça remonte à mon enfance toulonnaise. Il y a longtemps, j'étais allé à Marseille voir une dame qui habitait au 4e, un peu à la Pérec. Moi j'habitais au 3e et ma grand-mère habitait au 5e sur le Croix Lafayette. Et donc Tata Nori était hospitalisée en rhumatologie à la Conception. Et donc c'est la première fois que je suis allé à Marseille. J'étais allé dans cet hôpital où est mort Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud est venu finir sa vie. Et donc j'étais frappé par la blancheur de Marseille, la chaleur, c'était l'été, et aussi la salle commune, le côté, les odeurs, les linges, les gens en souffrance. Et je me suis dit que, depuis toujours, que je veux faire des services où finalement je pourrais hospitaliser notre fille. Et je crois que le critère d'un hôpital, c'est un service où on pourrait hospitaliser son enfant. Et donc, celui-là, honnêtement, à Salvatore, je pense que je vais, bien que maintenant elle a dépassé l'âge, je pense que j'ai d'hospitaliser ma fille. Ça commence par un G, tu vois. Donc, c'était absolument ahurissant, quoi. Et moi, j'étais très, très heureux de le voir, de voir comment, avec sa nièce, avec sa famille, il était intégré. Et c'est vrai que quand je me souvenais de lui, enfant, j'aurais vraiment souhaité une aussi belle intégration un samedi dans le Haut-Var, quoi. Je veux dire que et c'était dans le Haut-Var près de Gina Service, et je crois que le beau soigne, quoi. Je crois que le beau soigne. Je crois que les hôpitaux, c'est un lieu de vie, c'est parfois une anecdote. On a même dans l'hôpital dont je sors là depuis tout à l'heure créé une unité qui est assez incroyable, et j'ai eu beaucoup de mal avec l'administration parce qu'ils ne comprenaient pas ce que c'était. C'est une unité qui s'appelle Guérir de la guérison. Alors vous allez dire quel accord. C'est une unité où on va recevoir les adolescents cancéreux guéris pour les relancer dans la vie. Parce que c'est pas parce qu'ils ont guéri d'une leucémie qu'ils sont indemnes au niveau de la représentation du délai de mort qu'ils ont vécu, quoi. Et donc on s'est aperçu que s'occuper des guéris, c'était une œuvre de réhabilitation, une œuvre de réhabilitation pour les accompagner dans l'évacuation de leur notion d'être hospitalisés. Mais cet hôpital aussi, on a pris contact avec Clément, le type qui a fait ce jardin fabuleux là près de Cavalère, tu vois, le jardin incroyable, et on va faire en sorte qu'on rentre dans l'hôpital par une forêt, qu'on rentre dans une forêt, et que l'hôpital qui est en face de l'Institut Paoli Calmette, ce soit aussi un lieu de roseraie pour que les gens âgés ou les gens en phase terminale voient leurs petits-enfants, leurs enfants sous une haie de roses plutôt que dans un hall de l'hôpital avec un porte-à-quatre, et que les personnes âgées aussi cultivent des légumes et parlent avec des adolescents de leur vie avant, pour que les adolescents partagent avec eux des soirées. Et j'oublierai pas des cabanes à fugues dans les arbres pour les adolescents quand ils nous cassent les pieds, quoi. Alors, c'est vrai que à la lecture de votre ouvrage et en réfléchissant à tout ce que vous venez de nous dire, on pense souvent à la santé comme étant quelque chose peut-être un peu simple. Le personnel soignant est là en quelque sorte pour guérir. Et on sait bien depuis quelque temps que soigner, c'est pas forcément guérir, c'est entourer, c'est assister. Et donc le rapport à l'harmonie tel que le concevaient les penseurs dans l'Antiquité grecque était important, c'est-à-dire la beauté, un équilibre aussi du personnel soignant, parce que vous avez beaucoup d'attention vis-à-vis des personnes avec qui vous travaillez.
parce que justement, on va parler en premier lieu des patients, puis on reviendra sur ce soin et ce personnel. Et les personnes que vous traitez sont quand même des personnes que vous traitez pendant de nombreuses années pour des pathologies traumatiques très dures, en tout cas pour l'enfant lui-même et pour le personnel qui est amené à assister ces enfants. Et le premier cas que vous citez dans votre ouvrage est absolument, moi, j'étais presque bouleversée, c'est certain, mais presque effondrée de cette difficulté. Et non seulement je raconte pas tout le livre parce que vous aurez le soin de le découvrir, mais c'est quand même une pathologie sur un enfant de 9 mois, autiste, qui finalement, puisque les parents sont impuissants et culpabilisent énormément de cette situation, c'est le drame d'une généalogie familiale absolue. Et surtout, le père en devient presque violent, les frères et sœurs passent l'enfant pour être sûr qu'il y ait une réaction, pour avoir quelque chose. C'est absolument terrible tout ça. Oui, mais c'est vrai que à l'endroit où je me situe, je vois pas beaucoup de patients faciles, quoi. Il y a quelques gosses qui n'ont rien, que j'essaie de pas aggraver en les voyant, mais en général, je vois des pathologies plutôt lourdes, quoi. Et en même temps, en vous écoutant, je pensais à deux choses. Je pensais à mes maîtres, à ceux qui m'ont aidé à réfléchir. Je pensais en premier, quand vous parliez de la fureur de guérir, je pensais à René Lietkin qui disait: tant qu'on n'a pas renoncé à l'ambition de guérir, on risque toujours d'en vouloir à celui qui ne se laisse pas soigner. Je répète, c'est compliqué. Tant qu'on n'a pas renoncé à l'ambition de guérir, on risque toujours d'en vouloir à celui qui ne se laisse pas soigner. Une sorte de violence, de prise de pouvoir des soins par rapport au patient qui reste propriétaire, lui, de sa personne, de sa vie. C'est vraiment une notion d'auto-liberté, de liberté personnelle qu'il faut respecter au niveau du patient. Puis je pensais dans un deuxième temps à mon maître Soulet qui vient de disparaître il y a quelques semaines, et heureusement par chance je suis allé le voir 10 jours avant sa mort, et je suis allé le voir à l'hôpital. Il était très immobile et il a été sur un fauteuil électrique, il ne pouvait plus même se servir de ses mains, donc je l'ai fait fuguer, je reprends la fugue, je l'ai fait fuguer de son hôpital. On est allé avec son fauteuil électrique dans un restaurant autour de l'hôpital Broquin. Comme il était très handicapé, j'ai découpé la viande qu'on mangeait et je lui ai donné bouchée par bouchée. C'était pour moi très très émouvant de penser que cet homme qui m'a aidé à réfléchir, je le nourrissais comme un bébé finalement, alors qu'il allait avoir 90 ans quelques jours après, quoi. Et alors, en circulant avec lui avec le fauteuil électrique, on discutait de choses et d'autres, de patients difficiles que j'allais à m'occuper, et il me disait à 90 ans, lui le maître de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, il me disait: Marcel, au stade où j'en suis de mes réflexions, je crois que quand on a 90 ans et qu'on dit au stade où j'en suis de mes réflexions, c'est une spécialité quand même assez dynamique, assez critique de soi-même. Et puis il me disait: tiens, en fait, je voulais vous dire qu'on n'a pas assez étudié le rapport arrière-grands-parents, arrière-petits-enfants. Alors je dis: oui, c'est vrai, on n'a pas beaucoup étudié ça. Alors il me dit: mais d'autant que ça va disparaître, parce que les filles comme la vôtre, par exemple, font des études et ne sont pas mères tôt, donc il n'y aura plus d'arrière-grands-parents. Donc c'est donc une étude qu'il faut faire au niveau sociologique actuel. Alors je dis, et moi je commence à travailler ça avec mes arrière-petits-enfants. Et voilà ce qu'il me dit. Il me dit: j'ai remarqué deux choses. J'ai remarqué déjà qu'ils sont jaloux de moi, parce que j'ai un beau jouet, mon fauteuil électrique, et qu'ils n'ont pas. Et la deuxième chose, c'est qu'ils m'appellent toujours Papy Dodo parce que je suis immobile et que je ne marche plus. Et vous voyez, c'est ça la clinique. La clinique, c'est qu'à 90 ans, l'observation, le respect de l'autre, l'interprétation du propos de tout petits enfants avec ce très très grand et très très vieux pédopsychiatre, c'est quand même quelque chose qui maintient une énergie et une volonté de comprendre et d'interpréter au long de notre vie. Puis honnêtement, c'est un métier, moi j'ai tort de dire ça parce que j'ai la charge de les former, de délivrer leur diplôme à la faculté, où on est bon tard, quoi. On n'est pas bon tôt. Donc j'ai tort de dire ça. Je retire immédiatement ce propos. Mais je crois que c'est les patients, les infirmiers, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture qui forment les psychiatres, et non pas les professeurs d'université comme moi qui leur délivrent un diplôme. Je vois d'ailleurs que ce qui leur plaît beaucoup, c'est d'être en consultation avec moi, pas de leur faire un cours. C'est quand ils sont à côté de moi une matinée, qu'on voit des patients ensemble, où là ils ont l'impression de découvrir leur métier, de comprendre d'ailleurs plus vite que ce que j'ai compris, ce qui est un peu inquiétant pour moi, parce qu'ils comprennent parfois en une matinée ce que j'ai mis une dizaine d'années à comprendre. Donc c'est ça la transmission, mais en même temps c'est émouvant pour moi qui suis quand même un peu fragile au plan intellectuel. On s'en doute, vous en avez l'air. Je voulais vous revenir sur une question qui est importante. C'est vrai que vous l'avez souligné vous-même en parlant de cette volonté, parce qu'en philosophie, la volonté est toujours associée à l'idée d'une raison
raison d'un acte réfléchi, d'une délibération. Alors le livre, votre ouvrage, ça m'a fait réfléchir à cette question de volonté qui serait non motivée. C'est-à-dire, quand je dis je veux, pour moi, j'ai déjà pris une décision, c'est le résultat, c'est le fruit de quelque chose. Or, il existe des vouloirs qui seraient des vouloirs aveugles, c'est-à-dire une volonté qui ne serait pas guidée par une raison. Et les cas, finalement, que vous avez traités, où on se rend compte que la raison n'est pas la raison telle qu'on peut la dire philosophiquement parlant, nous amène à réfléchir cette volonté. Parce que c'est plus la même. Vous dites, quand le patient ne veut pas, finalement, et que vous voulez d'une certaine manière l'aider, et que on se retrouve dans l'absence de résultat, et c'est très difficile. Mais je crois que on dit la volonté et la raison, notamment en philosophie, et moi j'adore le désordre. Vous voyez, j'adore le désordre parce que la vie psychologique n'est pas faite de raison, quoi. C'est un truc de philosophe, ça. Oui, tout à fait. Et donc l'histoire je crois que moi je suis plus près de la pensée, comment se déroule la pensée. J'adore l'association d'idées, l'émergence d'une idée. En fait, regardez, quand on a un oubli et que d'un coup, pour des raisons mystérieuses, on se souvient, un rêve dont on se souvient par une association d'idées le matin ou l'après-midi, alors qu'on a rêvé, qu'on s'est réveillé sans être à côté de ce rêve. Non, je crois que le désordre psychique, je le remplace par la relance du jeu psychologique. C'est-à-dire que il y a des psychiatres qui disent, il y en a beaucoup, qui disent qu'en voyant un patient une fois par semaine, ils croient qu'ils les suivent. Ce qui est un peu... Il faut être psychiatre pour croire une telle bêtise. Comment voulez-vous qu'en une demi-heure, là, il relance le jeu psychique de gens complètement engoncés dans une problématique insoluble, quoi. Non. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait bien sûr cette consultation, cet essai d'interprétation, si on comprend pas, c'est pas très grave. C'est-à-dire qu'on comprend que c'est plus grave pour le patient, parce qu'on risque toujours d'être violent par notre compréhension. Puis c'est pas à nous de comprendre, c'est à lui de comprendre les choses qu'il dit, c'est pas au psychiatre de comprendre, ça a moins d'intérêt que le psychiatre comprenne, c'est à lui de bien comprendre les choses. Mais j'insiste sur le jeu psychologique, sur l'idée que comment relancer le jeu psychologique. Et la population dont je m'occupe, les adolescents, sont extraordinaires, parce qu'ils sont incroyables. Ils ne veulent pas être comme les petits garçons, les petites filles de trop bons malades, ils ne veulent pas être comme nous, des gens suspicieux sur les gens qui nous soignent. Ils sont en même temps radicaux, en même temps uniques et corporatistes. Donc, vous voyez, tu t'approches d'eux, ils se reculent, tu t'éloignes, ils s'approchent. Donc, c'est vraiment une catégorie de personnes très révolutionnaires au sens du changement. Attention à ce que je dis en ce moment précis de notre politique. Donc, c'est des gens très, 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 très particuliers au niveau à nous de jouer, à nous de conquérir le monde. Et en même temps, ils retrouvent des pistes que les gens âgés ont vécues, et ils risquent de subir un sourire en disant ça c'est évident. Non, c'est pas évident. Il faut qu'on se rappelle que ces évidences, on les a nous aussi conquises. Et je trouve que, vous voyez, la raison dans tout ça, la logique, la métaphysique, c'est pas aussi important à mon sens que la vie psychique et de l'autonomie et de l'individualité que représente chaque vie psychique. Je veux dire que au terme de ma carrière, je suis presque arrivé à me ficher des diagnostics, quoi. C'est drôle ce que je dis, hein. Je m'en fiche des diagnostics. Je ne mets plus une étiquette sur un patient. J'étudie surtout sur un mode plus phénoménologique, la conscience qui étudie la conscience. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça me fait de ce qu'il me dit? Qu'est-ce que je comprends de ce que lui exprime? À tel point que, souvent, quand je remonte chez moi à Cassis le soir, je téléphone parfois à des patients en disant: j'ai compris ce qu'on m'avait dit ce matin, je voulais m'excuser de ne pas avoir compris. Ils éclatent de rire et ils me disent: ah ben, vous avez mis le temps. Mais ça arrive, ça. Vous voyez, il y a un processus psychique qui est... Et alors, quand vous parliez des philosophes antiques, moi, justement, avec Michel Soulet, une fois, on était allé à Égide, au large d'Athènes, et on avait vu là où Esculape, un des premiers médecins de l'histoire, soignait ses patients. Et vous savez comment il les soignait, les patients de la Grèce antique? Il dormait, il faisait un long voyage pour aller voir Ésope, Esculape, et donc il s'allongeait dans des lieux assez confortables, et Esculape, au petit matin, lui disait: qu'avez-vous rêvé? Et quand même, je trouve ça quand même assez remarquable, quoi. Et vous savez, et ça, moi, je l'ai programmé avec les chirurgiens en me disant: rêve post-traumatique. Qu'a-t-on rêvé après une intervention chirurgicale? Je crois qu'on ne peut pas ne pas utiliser ce matériel qui paraît désordonné,
paraît pas très logique. Ce que je dis là, je suis pas sûr que ce soit la psychiatrie actuelle, qui est plus standardisée, stéréotypée, avec des fiches de... Je suis sûr que par certains aspects, je suis un archéopsie. Je le revendique, mais je m'en fiche. En tout cas, je ne veux pas revenir sur qu'un symptôme égale un médicament, un symptôme égale un diagnostic. C'est pas mon style. Alors peut-être que j'ai tort, au niveau de la pratique, mais en tout cas, j'assume cette erreur avec beaucoup de volupté, de plaisir et de gaieté, quoi. Et je dis que simplement, chaque histoire est unique. Honnêtement, quand je vois un patient, il est unique. C'est pour ça qu'en choisir 7 sur 40 000, ça a été quand même très facile, malgré ce qu'on croit. Immédiatement, j'ai mis en scène les patients qui m'ont modifié. Vous voyez, c'est pas moi qui modifie les patients, c'est comment j'ai été modifié par la rencontre avec ces jeunes filles, avec ces jeunes garçons, comment ces patients m'ont modifié. Parce que c'est un métier où vraiment on se modifie par les rencontres, quoi, et par les équipes qui nous font l'honneur de travailler avec nous, quoi. Alors c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement quand on fait le lien avec la philosophie, c'est vrai qu'en philosophie il y a vraiment la manière de penser le jeu, un jeu qui est celui qui déduit, qui enchaîne les raisonnements, c'est le jeu de Descartes finalement, qui est celui qui maîtrise complètement sa réflexion. Et puis il est arrivé à un moment où c'est vrai au XVIIe siècle, Leibniz notamment parlait d'un inconscient, quelque chose qui n'était pas encore complètement perceptible. C'était pas encore l'inconscient qu'on pourrait dire traumatique tel qu'on l'a retrouvé après chez Freud, Jung et bien d'autres. Donc c'est vrai que déjà il y avait une appréhension de ce qui n'était pas encore perceptible, à une conscience qui n'était pas suffisamment éveillée, on va dire. Oui. Et puis ce que vous dites, moi ça me touche beaucoup, parce que votre rapport à la conscience, c'est un cours que j'ai fait dernièrement à l'université, c'est un rapport à Husserl. Cette démarche scientifique qui fait que je suis obligé de regarder l'objet tel qu'il est, alors que vous avez affaire à un patient, c'est pas un objet, mais à un moment donné il faut un peu l'objectiver, pour qu'il ait à vous dire ce qu'il est, lui, sans que vous projetiez ce que vous avez envie d'y voir par un mécanisme de connaissance que vous avez du métier et puis de la pathologie. Que j'ai appris de la part des parents dont les enfants sont en situation de handicap. J'ai beaucoup appris de ces parents-là. C'est pas les plus commodes à suivre, à accompagner à cause de la blessure intense que cet enfant ne sera jamais l'enfant imaginaire qu'il aurait dû être du fait du handicap. Donc c'est pas. Mais moi j'ai appris beaucoup de choses, et j'ai appris quelque chose qui est très très important. C'est qu'il faut jamais toucher la réserve d'espérance. Quand ils disent ce qu'on peut estimer une dénégation. Est-ce qu'elle sera en CP à 6 ans, alors que visiblement non. Il ne faut pas dire non. Il ne faut pas dire ils dénient. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils mobilisent l'enfant imaginaire qu'elle aurait dû être et qu'elle ne sera pas. Et donc, en fait, j'ai appris des parents dont les enfants sont en situation de handicap la réserve d'espérance, à savoir que on ne sait jamais comment ça peut évoluer. Et la deuxième histoire, ce gosse qui vient au stade de Mayol de temps en temps avec son père, c'est une histoire incroyable. C'est une histoire incroyable parce que neurologiquement, il était décapité. Il n'avait plus un neurone en place. Il vient au stade de Mayol en s'habillant en rouge et noir, il dit gagner, même si on a perdu, on s'en fout. Il est là, il dit gagner, son père en est fier. Est-ce que je pouvais, moi, imaginer, quand il était nourrisson, qu'il avait 2-3 mois, cette histoire? Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas imaginer que le père serait fier de la mener avec les couleurs du Rugby Club Toulonnais de temps en temps, une fois par an, et qu'on se rencontre en buvant une bière autour des bistrots du stade, et que le père soit fier de ce fils qui est dans un foyer occupationnel, mais qui n'empêche, dit quelques mots, avec une grand-mère incroyable au milieu. Enfin, vous voyez, donc je peux pas, je peux pas ne pas fonctionner comme ça sans être toujours optimiste, j'allais dire. Qu'est-ce qu'on risque à l'optimisme? Vraiment, une fois, il y a un cancérologue qui m'avait dit à propos d'un cancer redoutable de quelqu'un qui m'était très cher. Alors que je posais des questions classiques. Qu'est-ce qui va se passer? Il me dit, tu sais, le cancer, on ne sait jamais. Je lui assez gré de ça. Tu vois, je veux pas de statistiques internet. Chaque personne, chaque cas est un cas unique, et je tiens bon là-dessus, quoi. C'est pour ça que le progrès peut sembler être une victoire déjà. Le progrès au jour le jour. C'est pour ça que je parlais des existentialistes. Et puis il y a ce père qui tue son gosse parce qu'il a la diphtérie, et puis il apprend sur la presse médicale le lendemain que le vaccin contre la diphtérie a été trouvé. Il y a mon copain qui s'appelait Marcel qui est mort de sida en 87.
c'était un psychologue de mon service qui était corse et qui me dit je suis allé en Cassanich, j'ai goûté toutes les minutes du lever et du coucher sous la forêt. J'ai dit à ma grand-mère que j'avais une leucémie, j'ai pas envie de lui dire que j'ai attrapé le sida à New York, encore New York, et donc j'ai joui tous ces moments de la vie. J'ai pas perdu une seconde, mais il est mort. Il même me dit un truc amusant parce qu'on s'invitait mutuellement à cause de nos prénoms le 16 janvier. Il m'a dit tu gagnes un tour, c'est moi qui t'ai invité l'année dernière. Et c'est génial. Je veux dire que c'est vrai qu'il a perdu une bataille, qu'il est mort de sida avant tout traitement, mais en même temps il a renversé la chose sur quelques jours en Cassanich avec le lever et le coucher, quoi. Et ça, c'est ça que je garde de Marcel en tête. Alors justement, on va venir à quelque chose d'un peu différent. On a parlé donc de l'hôpital en disant que c'est quand même un lieu de vie. Vous avez parlé dans votre ouvrage d'une cafétéria que vous créez au sein de l'hôpital pour qu'il y ait des lieux de rencontre, de discussion avec le personnel soignant. Donc le personnel soignant pour vous est extrêmement important, mais il y a aussi l'idée que le sport joue un rôle important pour vous. Et je crois que c'est ce qui permet aussi, non seulement pour vous certainement d'avoir un échappatoire et faire autre chose, mais surtout ça vous permet le travail d'équipe parce que vous aimez le rugby, vous êtes un grand passionné de rugby et parallèlement vous aimez la voile, si je comprends bien aussi, et ce lien à des sports, à des équipes, à l'idée que rien ne se fait seul, ça rejoint aussi toute une équipe de soignants autour du patient, parce que vous avez des mots absolument de reconnaissance inouïe vis-à-vis du personnel soignant, y compris des personnels qui généralement sont carrément oubliés et qui sont là et qui sont là tous les jours et qui ont du mérite à faire le métier. Un pédopsychiatre tout seul, ça n'existe pas, quoi. Et il a besoin d'une équipe et comme un pack gagne le ballon en poussant à 8 et pas seul. C'est pas besoin de recruter les plus gros deuxième ligne du monde. Il faut faire pousser un pack ensemble. Petite critique sur le recrutement du rugby club toulonnais. Je m'en fous des gros. Je veux que 8 garçons ensemble poussent pour conquérir le ballon, quoi. Et c'est pas ce qui compte, c'est pas la vedette, c'est pas le meilleur, c'est l'anonyme qui participe à la poussée collective, quoi. Et celui qui fait vibrer le ballon, qui marque l'essai, il est toujours le tenant du talonneur qui a extrait le ballon au sein du combat de l'autre côté du terrain, quoi. Et c'est ça qu'apprend le sport, c'est une sorte de modestie, et ce qui n'est pas tout à fait le cas du rugby club toulonnais en ce moment, pour être honnête. C'est pas tout à fait le style c'est pas mon style, honnêtement. Mon équipe, mon club n'est pas mon club actuellement dans le mode d'approche de ce qu'est ce jeu, quoi. Je suis pas d'accord, je comprends pas. J'ai perdu beaucoup actuellement par rapport à ce club, mais je m'en fiche. L'histoire du club est plus importante que les moments actuels du club, quoi. Ce qui compte, c'est on n'a pas d'avenir si on n'a pas de passé. Ce qu'actuellement les dirigeants du club comprennent pas. Ils sont dans la présentification et ils comprennent pas que le club a une histoire et que c'est l'histoire qui compte dans l'histoire du club. Mais enfin bon. Une généalogie comme dans une famille. C'est un peu compliqué, je crois, pour les gens qui sont à la tête du club en ce moment. Donc je veux dire que c'était mieux du temps des héros, c'est ça, dites-le carrément. Voilà. C'était mieux du temps de Dagne. Possiblement, c'était considérable. Je l'ai rencontré l'autre jour à l'aéroport. Alors on a bu un gorgeon, comme il dit, donc une bière. Et puis il me dit, Marcel, il y a un truc étrange. Tout le monde me regarde. J'ai dit, mais Daniel, c'est ceux qui te regardent pas qui sont étranges. Comment veux-tu ne pas le regarder? Exactement, c'est vrai. Avec les souliers de cheval debout, le truc, la gandora. Comment veux-tu ne pas le regarder? Mais c'est vrai que je préfère à cette époque, avec la horde sauvage, que les contrats importants. Ouais, mais maintenant, peut-être que le rugby a changé, que je parle d'un rugby d'antan.